Bonjour, Bonjour. bienvenue à la bibliothèque Mériadec au salon Teens Up. Vous êtes dans le parcours Se connaître. J'ai le plaisir de recevoir Théo Robache aujourd'hui avec nous. Dans ce parcours, on vous propose une conférence sur l'importance de l'extrascolaire pour développer la confiance en soi. Théo, merci d'être avec nous. Merci déjà. à toi, ravi d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Théo, tu as créé un podcast qui s'appelle Le Pompon. C'était il y a 4 ans et aujourd'hui il y a plus de 100 épisodes de ce podcast qui existent, que tu as enregistré. Ouais. C'est un podcast d'inspiration où tu interviews et tu mets à l'honneur des chefs d'entreprise, des artistes, des sportifs. C'est un podcast de partage auditif d'expériences et de parcours avec des profils et des personnalités diverses. Tes invités viennent du Sud-Ouest. Ce sont tous des passionnés et déterminés dans la vie. C'est une belle opportunité pour découvrir des parcours atypiques et inspirants, des modèles de réussite qui se sont dit un jour « oui, c'est possible ». C'est un format pour partager des good vibes, comme tu aimes le dire. Voilà, donc tu pourras nous parler un peu plus du pompon. Moi, j'aimerais revenir à l'époque où nous nous sommes rencontrés. Ouais. C'était en 2018, je crois, à peu près. 19, je pense. 19, ouais. Voilà. C'était dans un espace de coworking. Et puis, c'était un petit déjeuner. Et donc, on s'est présentés mutuellement. Et là, tu m'as raconté que tu étais pilote de drone. Alors, c'était assez étonnant. Tu m'as surtout raconté que tu étais en plein changement de parcours professionnel et changement de vie tout court. Ouais. Alors, c'était quoi ce changement de vie? Ouais. Merci pour cette intro, merci beaucoup. Effectivement, alors c'était déjà le deuxième changement, j'ai envie de dire, parce que donc à ce moment-là, quand on s'est rencontrés en 2019, j'étais effectivement pilote de drone. Alors pilote de drone, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'avais une petite manette là, et je pilotais un drone qui lui prenait des photos et des vidéos. Donc je faisais des photos et des vidéos de lieux principalement, de mairies, d'hôtels, voilà, d'espaces assez jolis pour les mettre en valeur depuis les airs pour le coup. Et en fait, avant ça, j'avais déjà fait un changement de parcours avant qu'on se rencontre parce que avant ça, je travaillais en pâtisserie haut de gamme. Donc j'ai travaillé en communication en événementiel dans le secteur de la pâtisserie. Je travaillais en France et à l'étranger, aux États-Unis notamment. Et donc l'idée c'était de communiquer pour faire en sorte qu'il y ait des personnes qui viennent déguster ces pâtisseries, qu'ils organisent des événements dans les espaces où on était. J'ai notamment travaillé chez La Durée, c'est une entreprise de macarons qui fait aussi des pâtisseries qui sont très bons. Donc j'ai eu de la chance de travailler chez La Durée à New York pendant 6 mois. Et donc ça, c'était une belle expérience. Et donc j'ai une première fois démissionné, une deuxième fois fait une rupture conventionnelle, et après je suis devenu pilote de drone. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit changement de parcours avant ça. Mais quand on s'est rencontrés, effectivement, j'étais pilote de drone. Et en fait, le changement que j'ai effectué, il s'est fait notamment pendant juste avant le confinement, le premier 2020, n'est-ce pas, où en fait, ça fait des années que je m'intéresse à la prise de parole, et j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune, on y reviendra peut-être. Et donc je suis passé de effectivement pilote de drone à podcasteur. Donc maintenant je fais effectivement des podcasts et je me suis formé sur la prise de parole, comment prendre la parole en public, comment accompagner les personnes à prendre la parole en public, à pitcher leurs projets. Donc on y reviendra là aussi, je travaille pas mal avec le milieu de l'entrepreneuriat, on va dire. Et donc et voilà, et j'ai lancé le Pompon en février 2020 parce qu'à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de podcasts. Est-ce que vous écoutez des podcasts ici? Non? Oui, peut-être, levez la main, ouais. Ok, quelques-uns, quelques-unes. Tout le monde sait ce que c'est un podcast, on est d'accord? Vous savez, ouais. Bon, très bien. Et donc j'ai lancé le Pompon en février 2020 parce que j'écoutais beaucoup de podcasts pour m'informer et aussi m'inspirer. Et en fait, je suis arrivé à Bordeaux moi en 2019. Je viens des Yvelines à la base, dans le Nord. J'ai fait mes études dans le Grand Nord à Lille, encore plus haut. Et il y avait pas de podcast sur l'écosystème bordelais. Je me suis dit pourquoi pas le créer et aller chercher dans des secteurs comme tu l'as dit, à la fois le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi la culture, l'art, le sport. Aller chercher des personnalités, des personnes qui ont un parcours qui sort de l'ordinaire pour déjà moi m'inspirer en premier lieu, bien évidemment, et après essayer de partager ça au plus grand nombre.
D'accord. Et donc, ce podcast, tu as rencontré qui alors pendant ce comme tu dis. parcours avec ce podcast? Exactement. Alors, j'ai fait donc une centaine d'épisodes. Le 101e est sorti lundi avec Victoria Guillaumont qui elle aussi a créé un podcast. Alors déjà, le podcast en lui-même m'a permis de rencontrer les personnes que j'ai interviewées dessus, mais c'est surtout le noyau dur de tout ce que je fais autour. Donc ça m'a permis de rencontrer plein d'autres personnes autour de ça. Mais sur le podcast en lui-même, j'ai reçu des personnes comme j'ai reçu Jérémy Frérot, donc qui est chanteur des Frérots de la Vega à l'époque. J'ai reçu Joël Dupuche, qui est un ostréiculteur et acteur. On l'a connu dans Les Petits Mouchoirs. J'ai reçu Vanessa Feuillat, qui est première danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Donc comprendre aussi quand on est là pour le coup sportif de haut niveau, parce qu'elle est danseuse, comment elle a entrepris sa carrière et sa passion depuis toute petite, à l'âge de 5 ans, pour en faire son métier aujourd'hui. J'ai reçu Claire Mérouse, la première femme pilote de Rafale française, donc militaire, première femme au monde d'ailleurs à être pilote de Rafale. Il y a en France 150 pilotes de Rafale, il y a que 2 femmes et elle était la première. Donc aussi comprendre leur logique. J'ai reçu récemment une économiste qui prône une économie plus responsable, façon de consommer plus responsable. Même, elle parle même de décroissance pour le coup. Donc à chaque fois, effectivement, j'essaye bien évidemment d'aller comprendre le parcours, mais aussi de plus en plus, il y a cette touche de responsabilité par rapport aux autres, par rapport à la planète, évidemment. On est un peu obligé de tendre vers ça, et en même temps, ça fait du bien aussi. donc voilà, donc des profils vraiment divers et variés. J'ai reçu un ténor qui chante un peu partout dans le monde, une chorégraphe aussi qui intervient partout dans le monde, peu en France, plutôt dans le monde entier, mais donc toujours avec cette localité du Sud-Ouest. Et puis je vais pas te faire les 100, mais il y a eu très bien. On pourra aller personnes. Écouter tous ces podcasts et s'inspirer donc de ces différents parcours. Ouais. Alors tu me disais la voix, donc le podcast c'est la voix. Et alors pourquoi tu as eu envie de travailler ta voix? Ça vient d'où ça? Ouais, complètement. Effectivement, c'est que de la voix. Donc dans le podcast, on transmet que par la voix. Il n'y a pas du tout d'image et l'impact de la voix et du son uniquement. Vous écoutez peut-être de la musique et cet impact-là est encore plus puissant que de l'image. Pour le coup, il y a des études qui ont été faites. Donc la transmission d'émotions dans la voix est plus importante que quand il y a une image qui est avec. Et je remonte un petit peu en avant. Au collège et même avant ça, je faisais du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Je chantais à Noël en famille, alors plutôt pour le moment d'un point de vue personnel, on va dire, en petit comité. Et j'ai continué, j'ai fait beaucoup de théâtre, pareil au collège, au lycée, en extrascolaire pour le coup. Et ça, c'est toi, ça t'est venu tout seul. Tu as eu envie de faire du théâtre? Ouais, complètement. Je pense que petit, je me déguisais pour Noël, je faisais des petits sketchs, des choses comme ça en famille. Et après, petit à petit, le théâtre en extrascolaire, c'est assez facile à trouver. T'as trouvé une asso? Exactement. Ouais. Dans mon petit patelin des Yvelines de 1500 habitants, il y avait une asso de théâtre. Et j'ai toujours continué, même pendant mes études supérieures, pour le coup, parce que donc j'ai fait une école de commerce. Et il y avait des cours de théâtre, et donc j'ai continué ces cours de théâtre-là, évidemment. Et sur la voix, un petit peu avant le podcast, j'ai aussi chanté dans des bars et dans des restaurants. J'ai gagné un peu d'argent en chantant, pour le coup. Vraiment. Donc on avait un duo et on chantait. Et donc voilà, ça revient aussi petit à petit. Mais donc voilà, tout ça pour dire que cette appétence pour la voix, parce qu'au final tout ce que je fais est lié à la voix, VOIX, c'est mon activité aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre en fait, c'est cette voix. Donc quand je suis malade, c'est pas terrible. Oui, mais quand tu étais au collège et plus tard au lycée et tes premières années d'études, en fait, c'était pas du tout ce vers quoi tu t'es dirigé. À quel moment, comment ça se fait que ça t'est venu? Mais en fait, ça m'est venu au moment où j'ai compris. Donc effectivement, j'ai fait un parcours où donc j'ai fait une école de commerce. J'ai fait ça parce que je me suis dit c'est ce qui va m'ouvrir le plus de portes pour après, mais je savais pas ce que je voulais faire. Au départ, j'avais ce côté événementiel, un peu pâtisserie ou cuisine. J'ai eu l'idée en tête de passer un CAP pour ouvrir ma propre pâtisserie. Ça s'est pas fait. Mais en fait, c'est parce que, et je le dis dans les podcasts, moi j'ai fait 3 ans de thérapie. Je suis allé voir une psychothérapeute pendant 3 ans parce que je sentais qu'il y avait un décalage entre ce que je faisais et qui j'étais. Enfin, je sentais que l'alignement n'était pas là. Donc au moment où tu as commencé à travailler, tu t'es rendu compte que ça collait pas. Un petit peu après, j'ai eu la première expérience où je te disais, au bout de première expérience, j'ai travaillé 3 mois dans la même entreprise. Au bout de 2 mois, j'ai démissionné.
Quelques mois plus tard, deuxième expérience, j'ai fait 5 mois. Au bout de 2 mois, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et donc là, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et heureusement, j'ai une grande sœur qui m'a dit que ça pouvait être intéressant pour moi d'aller voir une thérapeute, en fait, tout simplement pour exprimer des choses qu'on a en soi à d'autres personnes que de la famille, parce que la famille peut pas toujours comprendre ça, ou les amis non plus parfois. Et donc c'est en allant voir une thérapeute que je suis allé creuser bien profond. Je te montre là parce qu'on va vraiment te chercher dans les ventre, tripes. ouais. Exactement. On va chercher dans les tripes. Et donc voilà. Et donc grâce à ça, je suis allé rechercher un peu qui j'étais, enfin pas qu'un peu, complètement qui j'étais. Donc en comprenant qui j'étais, et j'ai pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et donc ce que j'ai surtout compris, c'est qu'en fait je pouvais vivre et au final gagner ma vie, donc in fine entreprendre. En tout cas moi c'est la voie de l'entrepreneuriat que j'ai choisie en fonction de mon savoir-être. Et qu'en fait mon savoir-être, qui j'étais, ma façon d'être, de fonctionner, ça allait devenir mon savoir-faire. Et donc aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à ça, en fait. Et donc c'est ça, je l'ai vraiment compris il y a 2 ans. Hein. C'est un peu tardif ou pas, parce qu'il y en a qui ne le comprennent jamais. Mais c'est se poser et se dire qu'est-ce qu'on aime vraiment faire. Et moi, ça a toujours été la voix, ça a toujours été, tu vois, d'être sur une scène. Et petit, quand je faisais théâtre, et aujourd'hui, c'est le cas de différentes manières, et avec un micro. Ce matin, il y a 1 heure, j'étais avec ce même micro pour faire un enregistrement de podcast. Et donc oui, ce qui a tout fait, c'est que j'ai appris à me connaître, en fait. D'accord. D'où l'importance de se connaître. Exactement. Et c'est comment on fait pour se connaître quand on a 14 ans, ouais, 18 complètement. ans, c'est pas évident, ça. C'est pas évident, ouais, je suis bien d'accord. Surtout qu'à cet âge-là, moi, je me connaissais pas, puis on se laisse, et c'est normal, on se laisse un peu porter aussi par tout ce qui se passe, par les personnes qui nous entourent. Je crois que c'est réussir à identifier les moments où on se sent le mieux, en fait. Tu vois, moi, c'est ça aujourd'hui, les moments, et j'essaie de tendre vers ça pour trouver un équilibre entre le travail et la vie perso. Parce que quand on entreprend, il y a ces sujets-là aussi, il n'y a pas de ligne entre les deux, mais bon, quand on aime ce qu'on fait, il faut aussi parfois mettre des limites pour dormir, tout simplement, et respirer un peu. Mais en fait, ouais, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir? Est-ce que on se dépasse, par exemple, quand on fait beaucoup de sport? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aime quand on fait ce sport-là? Est-ce que c'est l'esprit d'équipe quand on fait du foot, quand on fait du rugby, quand on fait de la danse en groupe? Quand on fait de l'art, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Est-ce que c'est le fait d'aller faire marcher sa créativité, fonctionner sa créativité? Et à quel point on aime ça? À quel point on est bon là-dedans aussi? C'est-à-dire, moi, c'est aussi ça le but du podcast, c'est de dire que si on a une passion qui est vraiment ancrée, allez-y, quoi. Allons-y. Si on est passionné de dessin, si vous êtes passionné de dessin, pourquoi pas? Il y en a qui deviennent dessinatrices et dessinateurs, en fait. C'est possible. Et moi, ce que je comprends surtout, c'est que l'avantage quand on est jeune, c'est que le risque est un peu moins élevé que quand on grandit, quand on a un petit peu plus de responsabilités. Donc il faut essayer. Donc il faut essayer, en fait. Il faut essayer. Et il y a plein d'images de jeunes qu'on a vues. Alors on les voit en plus avec les réseaux sociaux. Il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses, mais il y a quand même quelques bonnes choses à prendre sur des personnes qui aimaient bien parler face caméra. Et ils sont devenus youtubeurs. Et très bien. Alors attention, c'est pas facile. Tout le monde ne devient pas. Il y en a plein qui essayent, il y en a plein qui échouent. Mais dans tous les cas, on aura essayé et on aura appris quelque chose. Et donc, c'est si on a une envie, si on a cette passion qui est là, y aller, quoi, tester. Et donc, c'est savoir où est-ce qu'on se sent le mieux, où est-ce qu'il y a un décalage quand il y en a un. C'est-à-dire que si on se sent pas. Comment on le sent, ce décalage? Moi, ça vient de l'intérieur, quoi. Quand on se dit, quand on est tendu ou quand on est un peu noué ici, c'est ça, ou c'est se dire quelque chose qui nous semble pas logique, pas juste. Et ça, c'est difficile parce que souvent, la majorité, ou en tout cas la société ou l'effet de groupe, surtout à vos âges, parfois on se sent en décalage avec cet effet de groupe-là et c'est compliqué d'aller un peu à l'inverse, si en tout cas c'est ça qu'on ressent. S'écouter soi et pas le groupe. S'écouter soi et pas le groupe. Et ça, c'est difficile, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui montrent l'exemple aussi, que suivre la majorité, si ça convient pas, ça convient pas et c'est ok, en fait, on va faire autre chose. Donc c'est ça aussi, réussir à se dire, ok, à quel moment j'ai ces décalages, j'essaie de les identifier, de mettre des mots dessus, et si ça me convient pas, et si ça convient pas à mes valeurs, parce que tout vient de là aussi, je fais pas comme les autres et c'est ok. C'est quoi ces valeurs alors? Comment on arrive à identifier les valeurs qui comptent pour nous? Ouais, bonne question. Comme je te dis, je pense que
Enfin, je trouve que les valeurs, moi, ressortent le plus quand il y a un décalage et moi, quand je suis énervé, c'est là où je me dis, ou quand je ressens de l'injustice, ou quand, ou moi, notamment, bon, moi, c'est lié au respect, à l'irrespect, enfin, bon, respect, bienveillance, empathie, tout ça, moi, c'est plutôt mes valeurs, et puis l'optimisme aussi, ça en fait partie. Mais donc, à quel moment, en fait, on vient mettre en opposition ça? Et moi, là où mes valeurs vont peut-être le plus se révéler, c'est ça dans les moments assez tendus, ou dans les moments où il y a un truc, voilà, je me dis, non, mais là, ça, c'est pas possible, en fait. C'est un truc qui me va pas. Et donc, c'est qu'est-ce que ça vient éveiller? Mais on m'a parlé il y a pas très longtemps d'aller chercher de la colère pour faire éveiller les choses. J'en suis pas forcément fan de ça, mais on a de la colère. Alors parfois elle se transforme en énervement, on va casser des choses, on va dire des mots qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Mais cette colère-là, comment on vient la transformer? Ça reste une énergie qu'on a en soi, une énergie qui est assez forte. C'est une émotion, il faut l'écouter. C'est une émotion, il faut l'écouter. Et comment on peut la transformer en action? En action plutôt positive pour le coup. Mais donc si on a cette colère, c'est qu'en face il y a quelque chose qui nous plaît pas. Si ça nous plaît pas, c'est que ça vient toucher nos valeurs, ça vient toucher quelque chose en nous. Et donc comment on réagit par rapport à ça? Alors ça demande de prendre un peu de recul. Hein. Je l'entends, je suis bien d'accord. Et c'est aussi je pense que par la rencontre, par les personnes avec qui on va échanger. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, je crois qu'on m'appelait, c'est vrai en plus, on m'appelait souvent le faillot. Pourquoi? Parce que j'aimais échanger avec les adultes en fait. J'aimais parler avec les adultes. C'était pas toujours très bien vu par mais non, les non, autres, pas forcément, finalement. non. Mais c'était parce que ouais, j'aimais bien m'enrichir, en faire des autres. Et les adultes, ils ont vécu plus que nous. Voilà, donc et moi aussi, c'est ce que je fais dans les personnes que j'interviewe. Hein, on a vécu des choses différentes. Et je pense même avec des gens de nos âges, hein, c'est aussi hyper enrichissant d'aller à la rencontre de personnes différentes et qui ont d'autres expériences aussi. C'est ça qui vient nous enrichir et puis nous renvoyer aussi une certaine image de nous et qui vient expliquer certaines conforter, choses. En fait. Des choses qu'on a ancrées ou pas. Exactement, ou pas, parce que j'ai échangé avec une amie il n'y a pas très longtemps et je lui disais, moi ce que je trouve génial dans ton parcours, c'est ça. Elle me fait, ah c'est marrant, je l'avais pas du tout identifié. Donc c'est aussi aller vraiment échanger avec les autres, ça c'est une source de richesse sans fin. Ouais. Et c'est le regard des autres qui va nous faire évoluer aussi dans notre parcours. Exactement. Ouais. Et puis le regard des autres. Alors ça c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait faire un moment entier là-dessus. Mais forcément dans la confiance en soi, il est énorme aussi. Mais ce que renvoient les autres, alors c'est souvent aussi quand je parlais plutôt des choses négatives, mais ça peut être souvent les peurs qui nous sont renvoyées, leurs propres peurs. Qui nous sont renvoyés, c'est-à-dire va pas faire ça parce qu'on va penser ça de toi. En fait si c'est moi, je vois pas le problème au final. Et donc moi souvent, notamment pour entreprendre aussi pour le coup, hein, c'était pas toujours évident au départ et notamment les parents, voilà, qui c'est pas quelque chose. Quand on a un enfant qui entreprend, l'entrepreneuriat ça reste quelque chose d'instable. Hein, faut pas le mettre sur un piédestal. C'est très instable. Exactement. C'est pas la voie la plus sécurisante possible, très clairement. Et donc voilà, c'est aussi les peurs, c'est des messages qui nous sont envoyés. Et on les entend. Enfin moi en tout cas, je les ai entendus. Je suis là, d'accord. C'est vos peurs, je les comprends. Je vais aussi vous prouver que vous avez tort. Et donc on vient s'enrichir de ça, s'enrichir des messages des autres. Et c'est vrai que si j'avais suivi ce que la majorité des gens m'avaient dit, j'y serais pas allé. Tu vois, j'aurais jamais lancé de podcast, je serais jamais venu à Bordeaux, j'aurais jamais fait tout ça, quoi. Mais parce que là à l'intérieur, ça me parlait, donc j'y suis allé. Et puis après, quand on fait les choses à peu près bien, quand encore une fois on rencontre les gens et qu'on fait ça avec ses tripes et avec son cœur aussi, je crois, en général ça se passe plutôt bien. Alors, ce que j'aime bien, donc si on revient un peu à l'extrascolaire, les activités qu'on peut faire en plus de l'école ou du lycée, et ce fil qu'on peut tirer dans nos vies, c'est-à-dire que c'est une bobine de fil et il y a à un moment donné, ce fil va commencer à se dérouler et il va prendre du sens. Alors, j'avais un exemple d'une jeune fille autour de moi qui est maintenant on est à l'université en fac de droit, mais elle a fait du basket et elle a l'asso dans laquelle elle lui a proposé de devenir arbitre. Et finalement, elle a commencé à faire une formation d'arbitre départementale. Et donc, cette jeune fille qui est toute petite s'est mise à arbitrer des matchs avec des grands balaises comme ça. Et puis, elle a fait du droit.
Ça, c'est un hasard, mais il s'est trouvé que sa formation d'arbitre a pris complètement du sens au moment où elle a commencé à faire du droit. Et voilà, donc il y a un fil comme ça qui a commencé à se dérouler et qui prend du sens. Alors au début, on ne sait pas où on va, quel fil on va dérouler. Donc toi, tu as fait du théâtre, c'était le début du fil et puis il s'est déroulé comme ça. Ouais, complètement. Bah, j'ai aussi l'exemple d'un très bon ami, moi, à Bordeaux. Il a fait de l'escrime depuis tout petit. Il a failli être sélectionné pour en faire son métier, pour le coup, en tant que sportif de haut niveau. Et puis, voilà, parcours de vie et notamment de corps, il n'a pas pu continuer. Et donc, il est entré chez EDF en tant qu'électricien, parce qu'il a deux passions dans la vie, c'est l'escrime et construire des choses, et réparer des choses. Et donc, il a travaillé chez EDF, et aujourd'hui, il est coach dans l'escrime. Il est parti à Rio en 2016 pour accompagner l'équipe de France d'escrime handisport, pour le coup. Et en fait, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si on a une passion et que, si on prend l'exemple du sport, là, on peut pas aller pour X ou Y raison devenir sportive ou sportif de haut niveau. Et en fait, on peut quand même travailler dans le secteur et dans le sport, dans l'art, dans ce qu'on veut. Il y a plein de métiers en fait. Et c'est ça aussi qui est important à dire, c'est que il y a de la place partout, et si on a une passion, et on pourra y arriver d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin, moi aussi, ce que le fait, on me demande parfois, est-ce que je suis journaliste? Je pose des questions, je prépare mes interviews potentiellement, mais j'ai pas fait d'études pour ça, et j'ai toujours adoré poser des questions aux gens. J'ai commencé avec un podcast, j'étais pilote de drone à ce moment-là, j'ai commencé le podcast à côté, j'ai commencé à poser des questions, et petit à petit, on m'a appelé pour que je pose des questions à d'autres endroits, quoi, en gros. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et il y a des journalistes aujourd'hui qui ont fait des études de journalisme, mais ont fait la même chose en fait. J'ai juste pris un parcours différent. C'est surtout que c'est un espèce de cercle vertueux, en fait. C'est que quand on est au bon endroit, on est bien ancré dans ce qu'on a envie de faire, forcément, ça va se ressentir dans nos relations aux autres. Et cette bobine de fil, elle va se développer toute seule, en fait. Ouais, complètement. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi quand on est collège, lycée, si on a des choses qu'on adore ou des personnes où on trouve ce qu'elles font, c'est génial, allez les voir, en fait. Et moi, je trouve ça juste génial. Il y avait les Olympiades des métiers il y a pas très longtemps à Bordeaux. J'animais la web TV avec Pauline Bouyck, qui est le journaliste et qui a une formation de journaliste pour le coup. Et en fait, on mettait en valeur donc des jeunes il y avait 70 métiers là-bas. Et puis moi, c'est génial. Il y a des collégiens et lycéens qui sont venus me voir pour savoir comment on faisait pour être présentateur en fait. Donc c'est trop cool. Enfin, et donc c'est aussi ce que je veux dire par là, c'est que quand on a des jeunes qui viennent nous poser des questions, quel que soit le métier qu'on fasse, on a toujours envie de transmettre en fait, et donc de répondre. Donc allez voir les personnes, les métiers qui vous inspirent, qui vous intéressent, et allez poser des questions. Et puis ça peut commencer à créer des vocations là aussi dès le collège, dès le lycée, quoi. Oui, c'est des petites graines qu'on sème comme ça à l'intérieur de soi-même, en fait, en attendant que l'arbre y pousse, quoi. Exactement. Mais faut en essayer plusieurs des graines pour voir laquelle va pousser, quoi. C'est important effectivement de pas mettre ses œufs dans le même panier, d'aller tester plein de choses et voir. Surtout à cet âge où on a le temps encore. Exactement. De tester des choses. Alors peut-être à un moment donné, on va passer dans la salle pour si vous avez des questions, mais peut-être on a des témoignages aussi, des exemples. Vous avez peut-être des passions, des activités extrascolaires que vous pratiquez et qui deviennent déjà quelque chose ou pas. Est-ce que quelqu'un a un exemple à nous donner? Alors en plus en France, alors moi qui travaille sur la prise de parole, on n'est pas trop encouragé, je crois, à l'école pour parler, mais ça a peut-être évolué depuis. Attention, je vais me faire taper sur les doigts. Mais donc allez-y, j'étais le premier à parler, donc vous serez la deuxième personne. Bonjour. 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 Pour être acteur, faut combien d'années de théâtre? Pour être acteur? Oui. Alors bonne question, parce que moi pour le coup je suis pas forcément acteur, mais en fait je crois que il y a des personnes, pour être acteur comédien qui commencent très jeunes pour le coup. Il y a pas forcément d'âge. Après c'est s'intéresser, parce que pour le coup
enfin, j'ai le fils d'un ami qui est un petit peu plus âgé, mais qui a joué dans un film récemment avec Jamel Debbouze qui s'appelle Le Jouet, je crois. Le petit, enfin, il s'appelle Simon, je sais pas comment il s'appelle dans le film, le petit garçon. Simon, il doit avoir vos âges, il est peut-être un petit peu, il a à peu près votre âge, je pense. Et ben, il a pas fait encore d'études d'acteur. En fait, c'est juste que il a dû passer un casting, ça s'est bien passé, il est pris. Donc après, il y a la possibilité, comme à chaque fois, de faire des études pour faire ça. Il y a des cours de théâtre. Alors il y a le cours Florent, il y a plein de cours différents là-dessus. Mais on n'est pas obligé, et j'en suis l'exemple, puisque j'ai dit que je fais du journalisme sans avoir fait d'études de journalisme. Mais c'est de tenter d'une manière ou d'une autre, si on a envie de le faire, d'aller tester des castings, d'aller voir comment ça se passe, d'aller se renseigner auprès. Quand parfois on voit des tournages dans la rue, d'aller poser quelques questions. Au pire, ils disent non, on aura essayé, c'est pas bien grave. Et donc voilà, je saurais pas te dire le nombre d'années exact, mais tu peux commencer dès maintenant. Ça, c'est sûr. Et de toute façon, le théâtre, ça t'aide en quoi au quotidien? Tu n'es pas obligé de faire... Ah ouais, complètement. Ah oui, moi j'ai fait du théâtre d'impro aussi là les 2-3 dernières années. Avant j'avais fait du théâtre voilà avec des pièces qui sont montées et qui sont présentées en fin d'année, mais j'ai fait beaucoup de théâtre d'impro et je conseille vivement de faire du théâtre d'impro parce que ça t'apporte une réactivité, ça te permet de rebondir. Moi ça me sert dans mon quotidien très clairement d'avoir fait du théâtre d'impro. Et donc oui, ça sert d'être plus à l'aise, de mieux se présenter, de mieux réagir face à l'imprévu, face à des gens, des questions qu'on peut te poser. Oui, c'est au-delà de préparer les entretiens, par à exemple. venir. Ouais, complètement, exactement. Et puis prendre la parole en public, c'est l'une des peurs majoritaires en France. Les personnes n'ont pas envie de prendre la parole, d'être face aux gens. On a peur d'être jugé. Alors plutôt on est jaugé. Les gens vont se demander un petit peu ce qui va se passer. Et donc là, il y a encore un peu de boulot à faire pour qu'on prenne un petit peu plus la parole. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou est-ce qu'il y a un témoignage où vous voulez nous dire quelles activités vous faites en extrascolaire? De quoi? Oui. Tu fais de la danse? Oui. Et qu'est-ce que tu aimes dans la danse? Ouais, la musique. La musique? Les mouvements, je sais pas. J'aime le fait qu'on se sente léger quand on danse, des trucs comme ça. Genre de pouvoir se lâcher. Trop cool. Bah ouais. Tu vois, pour le coup, j'ai reçu Christine Acide qui est chorégraphe. Et Christine, elle doit avoir une quarantaine d'années maintenant, mais elle a commencé la danse toute petite et puis elle est devenue chorégraphe. Parce que justement, elle aimait bien, elle a commencé en tant que danseuse, elle aimait bien se mettre en mouvement, elle flottait dans l'air quand elle dansait avec de la musique. Et puis elle a d'abord été danseuse et maintenant elle est devenue chorégraphe. Donc, encore une fois, c'est voilà, qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Oui, il y a une question. Il y a un deuxième rang juste devant. Pour faire des pilotes de drone, on a besoin des études ou pas? Alors pas forcément. Enfin, pas forcément, oui. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas fait d'études de pilotage. Alors j'ai fait ça il y a 5 ans, moi. Donc, j'ai passé un brevet d'ULM, pour le coup, à l'époque. Et donc, c'est comme c'est comme pour la conduite, hein, passer le code, c'est la même chose. Et après, c'est via la pratique que j'ai continué. Après, donc, il n'y a pas forcément d'études à faire, même si je pense pas qu'il y ait d'école pour ça. C'est plutôt des formations, mais que tu peux faire à n'importe quel moment. Après, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Si moi j'ai entrepris, donc le fait d'avoir une base d'école de commerce pour le coup, ou autre en tout cas, une base managériale ou de gestion, ça permet de structurer ton entreprise derrière et de pouvoir à la fois te vendre, mettre des prix, gérer ton entreprise, et donc ça aide aussi. Donc non, pour être pilote de drone, il n'y a pas d'études particulières, mais après, faut essayer d'avoir comment dire, d'aller choper des choses ailleurs, quoi, pour faire en sorte que ton entreprise fonctionne si tu veux te lancer. Et sinon, rejoindre une entreprise, c'est faisable aussi, quoi. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Leyland. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez fait les cours Florent? Parce Pas que moi, du tout. j'ai fait. Non, vas-y, termine ta phrase. J'ai fait et c'était pas tip-top. Ok. Très Mais bien. tu as essayé. Ouais, t'as essayé? Non, complètement. Non, j'ai jamais fait. J'ai pris des cours de théâtre, mais vraiment, moi, c'était dans le village où j'étais. Après, j'avais du théâtre en études supérieures, mais sinon, non, j'ai pas testé le cours Florent, non, pas du tout. Donc, je ne saurais te dire. Bonjour. Oui. Dans les personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y a des personnes qui ont dessiné? Parce que moi, c'est vraiment mon truc. Je mets la musique à fond, même dans des écouteurs, même si
même si les autres ils m'entendent, Ouais. je mets de la musique et puis je dessine ce qui me passe par la tête. Je rate, je jette, Ouais. je m'énerve. Et en fait, j'aimerais en faire mon métier de dessiner. Trop Et cool. Et en fait, c'est quoi les études? Parce que j'ai des idées, mais s'il y a des choses derrière que je peux faire comme des formations, ce genre de trucs-là. Ouais. Alors, j'ai reçu Sarah Viermoz qui a créé le festival Gribouillis. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, si tu dessines un peu, c'est un festival sur Bordeaux. Tu connais ou Ça me dit un truc. Festival Gribouillis, ouais. C'est Alors, la deuxième édition qui a eu C'était la lieu cette deuxième année. édition en Ouais. septembre. Pour le coup, typiquement, Sarah, elle a toujours dessiné. Alors, elle a jamais publié pour le coup, mais elle a toujours dessiné. Et donc, elle a créé un festival qui est un festival de BD et de livres pour enfants, si je dis pas de Oui, bêtises. ouais. Et, Livres illustrés. Exactement, de livres Jeunesse et illustrés. Ouais. BD. Et donc, elle a le dessin qu'elle adore. Elle en a fait pour le coup un événement. Alors, elle a été libraire entre temps. Et après des études, alors là aussi, j'imagine que, enfin, des études de dessin, oui, ça existe. Enfin, tu sauras Oui, peut-être oui, mieux oui, il y a répondre des que moi écoles de là-dessus, mais- graphisme, des écoles d'art où on fait du Mhm. dessin. Mhm. Il y a les parcours sont variés et là, il faut vraiment aller regarder sur l'orientation, enfin des professionnels de l'orientation Ouais. hein, au collège et au lycée qui vont vous guider sur les formations qui amènent au métier du dessin. Exactement. Et Complètement. même aller voir dans pour le coup, le festival a eu lieu en septembre, là, donc c'est déjà passé, mais quand il y a des événements, dans les bibliothèques parfois, ou dans les librairies, il y a des dessinateurs qui sont reçus pour présenter un ouvrage. C'est aller les voir aussi, aller les questionner sur comment ils ont fait pour en arriver là, va montrer tes dessins aussi pour avoir un retour de personnes qui sont sur ce secteur-là aussi. C'est toujours intéressant et donc ouais, à la fois la partie aller se renseigner d'un point de vue parcours, ce qu'on peut faire, mais aussi les personnes qui sont déjà dans le secteur pour qu'eux puissent te donner des conseils. Et ça, c'est toujours génial. Et présente ce que tu fais. Comme ça, tu as un retour et c'est cool. Et pratiquer, continuer à pratiquer ce qu'on aime Exactement. faire. Quoi. Exactement. Yes. Est-ce que les podcasts, enfin les Podcast. podcasts, Ouais. est-ce que on gagne bien notre vie avec? Si Alors, c'est pas trop indiscret. C'est pas du tout indiscret. Alors déjà, qu'est-ce que bien gagner sa vie? Parce que je connais beaucoup de personnes qui gagnent très bien leur vie, qui sont pas forcément très heureux. Donc, je pose la question aussi. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Voilà. Premièrement, parce que pour le coup, j'ai eu la chance de voyager un petit peu, d'être allé en Inde. Et en Inde, ils n'ont pas grand-chose pour vivre et ils sont quand même très heureux. Donc, je pose la question de l'argent, à quoi il sert? Alors, bien sûr, Relativiser. quand même, relativiser. cette- Bien sûr, ils sont là pour répondre à des besoins primaires qui sont manger, s'habiller et se nourrir et se loger. Se loger, J'ai déjà ouais. dit, ouais, se loger. Donc, répondre à des besoins primaires. Mais donc, pour répondre à ta question plus directement, le podcast, moi, le pompon, ce que j'ai créé ne me fait pas gagner d'argent. C'est pas une source de revenus. Mais ce que je fais autour me fait gagner de l'argent. Et donc, j'ai créé quelque chose, un podcast qui aujourd'hui me donne du réseau, parce que j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes, de la visibilité dans l'écosystème bordelais. Et donc, aujourd'hui, ce qui me fait gagner de l'argent, c'est que je donne des cours en école de communication et de commerce sur le podcast, que j'anime d'autres podcasts pour des entreprises. Donc, on va créer des podcasts pour des entreprises ensemble. Je vais quoi d'autre? Après, il y a toute une partie liée à la prise de parole. J'anime des ateliers sur la prise de parole et le pitch. Et j'anime des conférences et des tables rondes. J'ai fait ça hier après-midi, hier matin. Et donc, c'est le mélange de tout ce que je fais qui me fait gagner ma vie aujourd'hui. Mais pas le podcast en lui-même. Mais c'est une façon de présenter ce que je fais. Ça me prend beaucoup de temps. Et donc c'est vraiment pas en termes de rapport prix temps passé, on n'y est pas. Mais c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui, d'avoir changé de vie à partir d'un projet que j'aimais, qui me faisait kiffer, quoi. Est-ce qu'on a encore une Ouais, question? il y a une question là-bas, ouais. Donc, vous dites que les podcasts, ça vous fait... C'est pas une source de revenus, justement. Mais donc, justement, moi aussi, comme travail, je vise un métier qui est pas une énorme source de revenus. Et donc, vous dites que ce que vous faites autour vous rapporte de l'argent. C'est bien ça? Ouais. Donc, moi moi, je suis très passionné de science et du coup, voilà, c'est ce que je veux faire.
Du coup, vous me conseillez de faire quoi comme truc autour pour essayer de rapporter? Parce que j'ai regardé sur Internet, le métier que je veux faire, c'est pas énormément, quoi. Tu veux faire quoi C'est comme quoi métier? Généticien. Généticien. Oui, Généticien. Trop cool. généticien, c'est ce qui étudie tout ce qui est ADN, cellules, etc. Ok. Bah, il doit y avoir, ouais. Alors pour le coup, pour répondre à ta question, et je pense sur plein de métiers différents, c'est moi ce qui fait aussi que je gagne, c'est l'agilité en fait, c'est d'aller tester. Et quand je dis agilité, je vois que tu fronces les sourcils. C'est en fait donc j'ai mon métier, de base, c'est de faire des podcasts, d'aller interviewer des gens, mais c'est à partir du fait de poser des questions et de m'intéresser aux autres, comment autour de ça eh bien, je peux là aussi gagner de l'argent. C'est-à-dire que, et donc, tu vas voir là où je veux en venir, c'est que j'ai créé le Pompon. Autour de ça, je donne des cours. Donc, je transmets aussi comment on fait. Autour de ça, j'anime des conférences et des tables rondes. Et donc, à partir d'un métier, et donc le tien, par exemple, alors je connais pas du tout le secteur, hein, donc je vais imaginer, mais c'est là aussi aller faire des conférences. Il y a plein de personnes. Moi, j'ai reçu une économiste, par exemple, et donc comment elle fait pour gagner sa vie? Bah, à la fois, elle a bossé dans un laboratoire en tant que chercheuse et elle a écrit un bouquin à côté. Donc aujourd'hui, grâce à son livre, elle fait des conférences et donc elle est aussi rémunérée par ça. Et donc, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est d'essayer de potentiellement trouver plusieurs sources de revenus. Moi, aujourd'hui, dans toutes mes activités, il y en a pas une avec laquelle je pourrais vivre pleinement. Je pourrais pas faire que des cours en école, ça me ferait pas vivre à l'année. Je pourrais pas faire que des conférences, ça me ferait pas vivre à l'année. C'est l'accumulation de tout ça qui me fait vivre à l'année. Et donc c'est comment en fait, en tout cas moi je suis persuadé qu'aujourd'hui et que vous allez avoir plein de métiers différents, ça c'est sûr et je vous le souhaite d'une certaine manière. Enfin je sais pas, sauf si on arrive à se renouveler dans son propre métier, un avis très personnel. Mais donc c'est de voir comment à partir de ce que vous faites. Si tu fais ce métier-là, c'est pourquoi? C'est pour trouver. Donc, trouver quoi? Et donc, potentiellement partager. Et donc, partager de quelle manière tu as envie de partager. Enfin, voilà, se poser des questions. Comment on peut essayer de se renouveler, faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Il y a plein de scientifiques aussi qui partagent, qui font des vidéos ou qui partagent sur les réseaux, en fait, ce qu'ils font d'une manière drôle ou pas, hein, mais qui viennent partager tout ça. Et donc, il y en a qui, à force de le faire, sont appelés pour, encore une fois, faire des conférences, intervenir, ou sont sponsorisés par des entreprises et qui gagnent de l'argent grâce à ça aussi. Donc, c'est comment essayer de se réinventer, en fait, à chaque fois. Et comment ces différentes activités peuvent se nourrir les unes les autres. Exactement, ouais. Est-ce qu'on a une dernière question? Comment vous avez fait pour faire en sorte que votre podcast soit connu par rapport à tout le monde? Ouais. Très bonne question. Comment je fais pour qu'il soit connu? Est-ce qu'il est connu déjà? C'est une première chose. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est petit à petit, quoi. Hein. C'est-à-dire que tu commences. Moi, j'ai communiqué. Je suis plutôt présent sur LinkedIn, donc un réseau social plutôt professionnel. Donc, j'ai commencé à me faire un réseau via LinkedIn au fil des années, en fait, en tant qu'étudiant. Donc, j'ai créé un profil. J'ai fait attention à ce qui soit à peu près bien fait. Et au fur et à mesure que je rencontrais des gens, toujours je les ajoutais. Et donc j'ai commencé à partager sur mon propre réseau. Et après, les personnes que je reçois sur le podcast, je vais les taguer sur Insta ou sur LinkedIn pour le coup. Je vais les taguer et eux repartagent. Et donc en fait, de fil en aiguille, les gens t'écoutent petit à petit. Donc ça s'ajoute petit à petit, ça s'additionne. Et c'est grâce à ça que ça se fait connaître au fur et à mesure. Et puis c'est à force d'intervenir, tu vois. Le fait d'aller donner des cours en école, les gens savent que j'ai créé le Pompon. Le fait de faire des conférences ou d'animer des ateliers, ils savent que j'ai créé le Pompon. Et voilà, de fil en aiguille, ça se fait petit à petit connaître. Et puis j'étais partenaire d'événements aussi grâce à ça en tant que média. Donc voilà, on essaye là aussi de trouver des façons diverses et variées de faire connaître le podcast. Merci beaucoup Théo. Merci à toi. Je voudrais remercier nos partenaires de Teens Up, la région Nouvelle-Aquitaine, les ambassadeurs métiers, la ville de Bordeaux, la Massif, le département de la Gironde, TBM, le CFA Bâtiments et Chambres des métiers, la CAF, l'Académie Nouvelle-Aquitaine et la bibliothèque Mériadec où nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous souhaite un bon parcours et puis peut-être Théo un dernier petit mot. Ouais. Un mot de la fin.
qu'est-ce que je peux dire? C'est important de se faire plaisir, de voir là où on a envie aussi qu'est-ce qu'on aime faire. Voilà, je vais revenir là-dessus parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de difficile à acquérir et c'est quelque chose qui s'entretient très clairement. Et donc voilà, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir et bien évidemment aussi, je l'ai pas dit du tout, mais suivre en cours quand même globalement. Alors moi, j'ai jamais été l'élève le plus brillant, mais je suis toujours passé. Donc c'est quand même important là aussi. Ça porte des bases que au départ parfois on se demande pourquoi, mais in fine on comprend parfois après. Donc important d'avoir ce mélange des deux, en tout cas pour se construire. Mais aller à la rencontre des autres, aller encore une fois rencontrer d'autres personnes, poser des questions, soyez curieuses et curieux. La curiosité, voilà, c'est l'une des meilleures qualités, je pense. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci.